Cette notion de culpabilité, elle est présente, évidemment. Oui, évidemment, elle est présente parce que c'est notre impuissance d'apporter de l'aide là où on peut et on touche à nos limites. Donc c'est très important dans la formation que les gens puissent reconnaître qu'on n'est pas tout puissant, qu'on est des êtres humains avec des limites et de pouvoir le reconnaître. Et c'est là où le travail en équipe entre pairs permet de faire face à ça et de voir qu'on n'est pas responsable et qu'on n'arrive pas à tout résoudre, qu'on n'a pas la baguette magique pour sauver le monde. Marianne, brièvement. Elle est souvent liée au sentiment de manque d'efficacité ou de manque de contrôle sur des situations. Et c'est effectivement un des facteurs importants qui peut mener à ce que j'appelais tout à l'heure la fatigue ou l'usure de compassion, la perte de sens du travail qu'on fait. Et c'est là aussi que je trouve intéressant l'idée de systématiser est importante l'idée de systématiser les entretiens de retour, effectivement qu'on ne devrait pas qualifier de débriefing parce qu'il ne s'agit pas de débriefer après des événements graves, mais aussi d'aider les expats à redonner du sens à leur travail et puis pour aussi parfois ne pas culpabiliser de rentrer, de se reposer et de prendre soin d'eux-mêmes avec vraiment pour moi l'idée que un humanitaire ou un soignant ne peut pas aider les autres si lui-même ne va pas bien et qu'en termes de rentabilité, si on doit juste prendre ça comme critère, il sera bien plus efficace pour les autres s'il a pris soin de lui-même. Oui, alors, expat, le mot vient d'être prononcé, mais moi je renvoie justement maintenant à personnels locaux, personnels nationaux, qui quand même constituent les immenses bataillons de vos organisations. Action contre la faim, moi je pense immédiatement à Motour, évidemment, au tragique destin de 17 travailleurs locaux d'Action contre la faim à Motour, à Sri Lanka, par exemple. CICR, même chose, fonctionne sur les nationaux. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, est-ce que finalement c'est la même chose? Avec vos yeux de Patricia, c'est la même chose? Ou est-ce qu'il y a une spécificité sur les nationaux? Madame Abichère. C'est très différent pour les nationaux. C'est des gens qui sont exposés différemment. Ils sont eux-mêmes issus d'un pays qui est en conflit. Ils ont leur famille qui est aussi à risque. Ils ont beaucoup d'autres facteurs de stress que l'aurait un expatrié. D'autre part, ils ont aussi les ressources locales qu'un expatrié n'a pas. Ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est au niveau de l'exposition professionnelle lors des incidents de sécurité, d'offrir le même soutien au personnel national que pour les expatriés, avec également des temps de compensation, une possibilité de consulter, de suivi psychiatrique ou psychologique. Et on est en train de mettre en place, d'identifier aussi des réseaux dans leur propre pays vers qui référer les gens et aussi ce qui est approprié culturellement. Je veux dire aussi, ce qu'on s'est rendu compte dans certains contextes, c'est que la psychiatrie est encore très fortement stigmatisante. Et d'aller voir un psy en fonction de quelle origine la personne elle est, ça peut être inadmissible. Alors là, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que s'il y a des organisations comme MSF avec des psychologues et des psychiatres, pour ces gens-là, c'est plus facile d'aller éventuellement se soigner là-bas, parce que ce ne serait pas acceptable chez eux aussi pour une question de confidentialité dans certains contextes. Nicolas et Marianne, brièvement sur les personnels locaux. Brièvement, naturellement, toute cette politique ou ces procédures, ce n'est pas juste pour les expatriés ou le staff international. En tout cas, MSF, à chaque fois qu'il y a un événement violent sur le terrain, va mettre en place effectivement un même type de support pour le staff national. Ça nous arrivait quand même plusieurs fois effectivement d'envoyer une équipe et qui spécifiquement ne travaillait que là-dessus. Donc ça, effectivement, il n'y a pas de différenciation. Après, on pourrait entrer dans un débat sur les différences entre les termes de problématiques auxquelles ils peuvent être confrontés, mais il n'y a pas de distinction entre les deux. Chez ACF non plus. Maintenant, en pratique, il faut être très clair. Il y a un poste de temps plein de psychologue déjà bien occupé. Une équipe derrière, un groupe débriefing qui soutient beaucoup, qui est très important. Mais quand on ramène au nombre de salariés à l'échelle mondiale de l'ONG, clairement, et ce n'est pas une volonté, c'est un vrai problème éthique moi dans ma pratique, mais clairement, à l'heure actuelle, je travaille beaucoup plus avec les expatriés qu'avec les staffs nationaux. Et je pense que c'est vraiment indispensable de pouvoir développer les ressources qu'on va leur proposer. Avec tous les facteurs culturels dont vous parliez, à savoir qu'effectivement, même si les émotions qui sont derrière sont les mêmes,
L'expression symptomatique de ces émotions peut changer selon les cultures, donc il faut avoir aussi ces aspects-là en tête qui font qu'on est, qu'on doit trouver des ressources locales, qu'on doit connaître les façons de soigner locales, avec aussi l'idée, moi je trouve encore très ancrée, que dans des pays qui vont mal depuis des dizaines d'années, plusieurs générations, etc., finalement, ils sont habitués aux situations traumatiques, donc un staff national qui... j'ai un exemple en tête comme ça d'un staff national qui était chauffeur, qui a été arrêté par des miliciens dans un pays d'Afrique, qui a été, je vais dire, bousculé, pour dire rapidement, par ces miliciens, puis qui est reparti. Et une équipe autour qui ne comprenait pas très bien que ce staff ait du mal à reprendre sa voiture, donc ce qui est un vrai souci quand on est chauffeur, ce qui était un symptôme post-traumatique typique. Et avec l'idée de, oui, mais dans ce pays, finalement, ça arrive tellement souvent, ils ont l'habitude. Ça aurait été un expat, on aurait compris. C'est une idée qui est peut-être intuitive, mais qui est une contre-vérité scientifique totale, parce qu'on sait que dans ces pays où les gens sont... plus l'exposition est fréquente à des situations violentes et agressives, plus les gens sont sensibilisés, plus ils vont réagir fortement, et plus ils vont réagir à des situations, comme on l'a dit déjà plusieurs fois, qui peuvent paraître moins graves. Donc au contraire, nos staffs nationaux, ils sont plus à risque. Aujourd'hui, concrètement, d'un point de vue de la sécurité, ils sont aussi plus exposés. C'est-à-dire qu'ils sont plus souvent les cibles des violences, aussi parce qu'effectivement, ils vivent là, donc il y a tous ces facteurs-là qui rentrent en compte. Mais je pense que c'est vraiment important qu'on puisse développer nos ressources à leur attention. Et ça reste encore un travail de longue haleine, je crois. Une question de madame, au fond, si vous voulez voter. On n'a pas de micro, donc voilà, attrapez vite un micro. Je voulais revenir parce qu'on n'avait pas parlé des nationaux et que je trouvais que la question de madame était vachement intéressante, donc du coup je voulais poser cette question. Une autre question, c'est qu'on a parlé effectivement des psychiatres américains, mais ils sont vraiment dans la mouise aux États-Unis avec ça, parce qu'il y a des suicides tous les jours sur les soldats qui rentrent d'Irak. Donc ce que vous avez dit sur une guerre qui fait sens, je trouve ça vraiment important, parce que peut-être qu'elle ne faisait pas sens pour qu'ils soient à ce point traumatisés. Et dernière question pour vous. Personne n'a parlé. Moi, je suis journaliste, donc on ne part pas avec des briefings, des séances de yoga, etc. avant de partir. Donc, quelle est la place de l'alcool dans la gestion du stress post-traumatique ? L'alcool, ça calme et ça cache. Ça permet aussi ce qu'on appelle de dissocier, c'est-à-dire que ça permet vraiment d'être physiquement présent, mais d'avoir la tête ailleurs. Donc c'est une technique entre guillemets de gestion du stress qui est très usitée. Moi je trouve sur le terrain de façon extrêmement fréquente, avec le côté aussi convivial et désinhibant que ça peut avoir, donc facilitant socialement. Donc effectivement c'est un vrai souci, et ça pour le coup moi je trouve que c'est quelque chose de beaucoup plus difficile à attraper en entretien, parce qu'il y a une vraie difficulté sociale à parler de ces problèmes-là. Voilà. Et juste pour rebondir sur les journalistes, il y a un centre de ressources, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle le DART Center. Vous trouverez le DART comme c'est la flèche, je crois ça, qui est un centre de ressources à destination des journalistes, avec des contacts de thérapeutes dans des pays du monde entier, et d'informations, de soutien à destination des journalistes et des grands reporters notamment qui sont exposés de la même manière que les humanitaires ou les militaires, effectivement. Question de monsieur, ce sera la dernière, je pense. Oui, si vous voulez. Qui a le micro? Non? Oui, non, mais monsieur voulait répondre. Ah, pardon. Non, juste une petite information, parce que j'ai entendu parler du droit de retrait. 3 minutes. Droit de retrait. Juste un mot. Les personnels pour lesquels on a suspendu la mission, qui n'ont pas fait la mission de A à Z avec l'équipe avec laquelle ils ont fait A à Z, eh bien, ce sont ceux-là qui présentent le plus de PTSD. Le droit de retrait, à mon sens, serait peut-être une surexposition parce qu'ils quittent la cohésion du groupe. En milieu militaire, ce sont les gens qui ont rapatrié sanitaire parce qu'ils ont été blessés, par exemple. Et eux, ils ont un sentiment de culpabilité en disant « je laisse mes camarades ». Donc le droit de retrait, ce n'est pas forcément un avantage. Ça peut même être en défaveur de l'état psychique du sujet qui rentre. Merci.